Bonjour et bienvenue dans cette discussion-débat sur un sujet où la désinformation est légion, les effets des écrans sur notre cerveau. Peut-on vraiment parler d'addiction au smartphone? La dopamine est-elle en train de nous transformer en larves? Serons-nous bientôt tous stupides à cause de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, nous aborderons ces questions et bien d'autres avec deux invités de taille. Victor Fersing, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, créateur du média La Fabrique Sociale et membre de l'association Tournesol qui développe des algorithmes de recommandation collaboratifs. Une partie de votre activité consiste également à intervenir sur la surexposition aux écrans pour l'association Lève les yeux. Albert Moukébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, psychologue clinicien et auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique. Dans votre dernier livre, Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, vous débunkez un par un les mythes que nous avons sur le cerveau, notamment ceux liés aux écrans et à leurs effets. Pour commencer, j'aimerais justement qu'on parle de cette hormone qu'on accuse d'être à l'origine de tous les maux du siècle, la dopamine. Est-ce que, Albert, vous pourriez commencer par expliquer quelles sont, selon vous, les idées reçues qu'on a sur la dopamine et en quoi elles sont problématiques? Déjà, il faut expliquer peut-être c'est quoi la dopamine. Ce serait pas mal. Donc la dopamine est un neurotransmetteur. On n'en a pas des tonnes de neurotransmetteurs dans notre organisme, une vingtaine, une trentaine, qui va médier les signaux nerveux. Pour faire simple, on a des neurones qui communiquent entre eux. La jonction entre les neurones s'appelle une synapse. Des synapses peuvent être excitatrices ou inhibitrices. Donc les synapses ont un effet modulateur sur eux-mêmes et sur les neurones post-synaptiques. Et certains neurotransmetteurs, certaines hormones vont avoir des effets excitateurs ou inhibiteurs. Parfois, les mêmes hormones peuvent être excitatrices dans certains endroits et inhibitrices dans d'autres, je pense. Et une hormone ou un neurotransmetteur n'a jamais un rôle unique dans le cerveau. C'est-à-dire, si on prend la dopamine est impliquée dans des tonnes de fonctions. Et pas juste dans le cerveau, dans le corps aussi. Une grande partie d'ailleurs de la dopamine ou de la sérotonine, j'ai un trou, n'est même pas produite dans le cerveau, mais elle est produite dans le système digestif. Et donc la dopamine joue des rôles dans plein de trucs, la régulation de la température corporelle, genre les cycles réveil-sommeil, des trucs dans la digestion, dans des tonnes de choses. Ce n'est pas seulement la molécule du plaisir. On arrive au mythe. Le mythe autour de la dopamine, c'est que la dopamine serait la molécule qui nous apporte du plaisir et la molécule du bonheur. En fait, il y a une sorte de classification qui s'est faite autour d'une... Parce que quand on parle de la dopamine, c'est juste parce que c'est le sujet du podcast, mais ce découpage s'applique à tous les hormones, à tous les neurotransmetteurs. Donc, on va considérer que la dopamine, c'est le plaisir et le bonheur. La sérotonine, c'est l'humeur, la tristesse, la joie. L'ocytocine, c'est l'amour. L'adrénaline, c'est l'excitation. La noradrénaline, je pense, c'était le sommeil. L'acétylcholine, je pense, c'est l'apprentissage. Il y a un tableau un peu comme ça, un peu de mauvaise qualité, on va dire, qui va associer un rôle à un neurotransmetteur et dire derrière, ce neurotransmetteur est responsable de ce comportement complexe, parce que le bonheur est un comportement assez complexe. Et aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas vraiment de données qui nous permettent d'affirmer que la dopamine serait un neurotransmetteur du bonheur ou du plaisir. Si on veut trouver un rôle connexe au plaisir dans la dopamine, donc si on élimine toutes les autres fonctions de la dopamine, parce que ça nous intéresse pas aujourd'hui, la régulation, le truc le plus proche serait soit un neurotransmetteur qui est lié à l'apprentissage, notamment à ce qu'on appelle une prédiction de l'erreur. Donc, quand je fais quelque chose, mon cerveau est un organe prédictif. Quand je fais quelque chose, j'ai besoin d'un feedback qui me dit, OK, ce que tu as prédit, c'est bien passé ou pas. La dopamine jouerait un rôle dans la prédiction à l'erreur ou dans certains schémas d'apprentissage. Là aussi, dans une sorte d'apprentissage par renforcement. Mais il y a quasiment pas de raison, ni de papier, ni de rien du tout, qui va aller dire, la dopamine, c'est le bonheur. Et cette hypothèse, c'est pas une thèse, est encore plus malmenée quand on regarde comment est-ce qu'on est arrivé là. C'est que, pour le moment, par exemple, on n'a pas de moyen de mesurer la dopamine dans le cerveau, encore moins de mesurer la dopamine dans des synapses spécifiques du cerveau qui seraient impliquées avec le bonheur. La majorité de ces inférences, parce que c'est vraiment des inférences, soit viennent d'expérimentation animale. Donc, parce qu'on peut mesurer la dopamine dans le cerveau si on ouvre le crâne et on fait des mesures, on prend des tissus et on mesure. Donc, les animaux, on se permet de faire ça. Donc, on va faire des expérimentations avec des souris et ping, enlever un bout et dire, on a trouvé de la dopamine. Donc,
chez les humains adultes ou adolescents qui sont sur les réseaux sociaux, c'est la dopamine. On n'a pas moyen de faire des tests. Et les autres moyens, c'est souvent par des imageries, parce qu'on sait à peu près quelles régions contiennent des synapses de quel type. On va montrer des stimuli sur des écrans, dans des IRM à des gens allongés, et se dire, c'est des synapses peut-être dopaminergiques qui sont activées. Et donc, c'est vraiment une hypothèse très ténue. C'est pas qu'elle est fausse ou qu'elle est vraie. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui nous permet d'affirmer qu'elle est vraie. Et mon troisième, comme ça, je fais toute ma thèse, on va dire, dans la discussion. Et le troisième problème que j'ai avec ça, c'est que c'est un récit hyper réductionniste et individualiste. C'est-à-dire, si on n'avait pas dit c'est la dopamine, si on avait dit c'est l'acétylcholine ou le GABA, ça changerait rien. Parce que de toute façon, j'ai pas un moyen d'aller moduler mes niveaux de dopamine. Mais ça ouvre les portes à plein d'abus comme la dopamine détox, etc., etc. C'est-à-dire, mon problème avec ce mythe de la dopamine, c'est vraiment l'explication simplifiée du cerveau, non pas les recommandations qui peuvent venir parfois à la suite de cette hypothèse. C'est-à-dire, pour moi, les recommandations de on utilise trop nos écrans et il faudrait lever la tête, évidemment, c'est une évidence, mais j'ai pas besoin d'une sorte de surcouche fallacieuse neuroscientifique pour venir débattre ça. Je peux prendre la sédentarité, je peux prendre les échelles psychométriques de satisfaction de vie, d'humeur, de qualité de vie, de troubles anxieux, de burn-out, d'estime de soi, de tout ça, sans passer par cette hypothèse biologisante hyper réductrice c'est la dopamine. Ouais, j'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que récemment, j'ai dû aller à 2 journées de recrutement pour l'armée suisse. Tous les citoyens, enfin tous les hommes suisses sont obligés d'y aller. Et à l'intérieur, on m'a fait toute une explication avec un sergent qui m'expliquait que justement, la dopamine, c'était vraiment ça qui était à la cause de toutes les addictions et notamment celles aux réseaux sociaux. Donc déjà, souligner que contrairement à ce que vous dites là, c'est un discours qui est vraiment mainstream absolument partout. C'est-à-dire que il y a même des dopamines détox, ça rapporte de l'argent. Et là, on parle quand même d'une institution suisse dans laquelle tous les jeunes hommes sont obligés d'aller par. Donc c'est quand même vraiment. Mais parfois fou. Sur les réseaux sociaux, là, la semaine passée, pour pas chercher très loin, la semaine passée, on m'a envoyé sur Instagram un article qui comparait la dopamine entre scroller sur TikTok et un coucher du soleil. Et la première question que je me suis posée, que j'ai dit à la personne, comment est-ce qu'on a trouvé c'est combien sur le coucher du soleil? Parce que soit c'est par IRM, on n'a pas d'IRM portable, donc on peut pas voir qu'est-ce que tu ressens quand tu fasses un coucher de soleil parce que c'est matériellement pas possible. Donc au pire, ça peut être un écran sur lequel il y a un coucher du soleil. Et on sait tous que c'est pas du tout la même expérience regarder un coucher de soleil sur un écran, un coucher de soleil vivant. Et si c'est in vivo, on a demandé à quelqu'un de regarder le coucher du soleil, on lui a ouvert le crâne et on a fait des prélèvements alors qu'il regardait un coucher du soleil, puis on lui a fermé le crâne, on lui a demandé de faire la même chose. C'est-à-dire, il y a après des abus. Et souvent, quand tu regardes ces papiers, tu vas voir que c'est une sorte d'extrapolation d'un modèle animal. Et d'ailleurs, un autre point que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant, qui m'a beaucoup convaincu dans votre livre à ce sujet, c'est que vous dites qu'en réalité, les réseaux sociaux nous font pas tant plaisir que ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de vidéos absolument horribles qui nous mettent en colère, qui nous rendent tristes, etc. Et donc réduire ça à la dopamine, c'est comme si on était tout le temps heureux dans les réseaux sociaux. Il y a un papier, un de mes papiers préférés qui est sorti sur les 2-3 dernières années, c'est un papier qui comparait les mesures dites objectives, donc fréquence cardiaque, sudation, réactivité électrodermale, qui est la sudation aussi, fréquence respiratoire, etc., à des mesures subjectives, de demander à quelqu'un comment tu vas. Et pendant longtemps, en science, on est un peu obsédé par les mesures objectives, et donc on mettait de côté les mesures subjectives. Et ce papier, il a comparé les deux approches. Il a montré que les mesures subjectives sont bien meilleures parce que on a accès au ressenti phénoménologique, au ressenti subjectif des gens. Et du coup, quand on demande aux gens quelle est l'émotion que vous ressentez sur les réseaux sociaux, effectivement, très peu de gens disent la même émotion que je sens quand je suis en train de me taper une barre avec mes potes ou quand je suis en train de faire du vélo dans la nature, etc. Très peu de gens relatent quand ils finissent de scroller ou on est en mode de doom scrolling. Genre doom scrolling, c'est pas un mot qui est à valence très très positif. Moi, quand je passe à doom scrolling, je dis pas ouais chouette, je vais faire du doom scrolling. Quand ils sortent de leur tunnel, et souvent quand on leur dit comment c'était, ils disent j'ai pas vu le temps passer et je me sens mal quoi. Ça a nui à ma santé mentale. Alors que même le plus grand addict, quand il prend sans stigmatiser les substances psychoactives, mais je sais pas, quand ils prennent de la LSD ou même de l'héroïne ou machin, leur trip est assez plaisant.
C'est pas, ils disent pas, ah bah, j'étais sous LSD et je me sentais comme de la merde. Ils disent, ah, j'étais génial, j'ai vu des couleurs partout, machin, etc. Donc, ouais, c'est pas très convaincant tout ça. Victor, de votre côté, vous reconnaissez effectivement que la dopamine n'explique pas tous les problèmes liés aux réseaux sociaux. Par contre, vous pensez quand même qu'elle joue un rôle important. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi ? Alors en tout cas, la dopamine fait partie du discours, notamment des ex-cadres des grands réseaux sociaux. Je pense à Sean Parker, qui était le cofondateur de Facebook, Chamath, j'oublie toujours son nom, qui est un ex-cadre effectivement de Facebook. Et c'est des personnes qui ont de grands regrets en fait par rapport aux conséquences des réseaux sociaux qu'ils ont construits. Et c'est vrai que dans leur discours, ce qui ressort justement, c'est que il y a un lien avec la dopamine, mais je dirais que ce soit la dopamine ou une molécule, il y a un comportement peut-être un peu plus macro qui est intéressant d'analyser, c'est ce phénomène d'anticipation de la récompense ou de récompense aléatoire. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites dans les années 50 avec notamment un psychologue qui s'appelle B.F. Skinner sur justement des pigeons. Donc ça c'est relatif à ce dont Albert parlait avec les expérimentations sur les animaux, où on voyait qu'effectivement en donnant des récompenses variables à des pigeons, et ça crée des comportements compulsifs chez les pigeons et voire des comportements en fait d'addiction. Et en fait ces stratégies-là, en tout cas c'est dans le discours justement qu'utilisaient des personnalités comme Skinner, ont été transposées derrière à des jeux comme par exemple les machines à sous, qui en fait ont beaucoup de similarités avec les réseaux sociaux. Si on prend une machine à sous dans un casino, à chaque fois quand un joueur joue devant une machine à sous, par exemple, il est seul devant un écran. Quand un joueur joue à une machine à sous, il est en fait dans une relation asymétrique entre une entreprise qui est le casino, qui est munie par exemple de mathématiciens et de chercheurs qui sont là pour rendre le jeu le plus addictif possible, et un joueur qui est en gros seul dans son fauteuil et qui reste des heures devant sa machine à sous. Donc il y a pas mal de caractéristiques communes. Une autre caractéristique du coup commune, c'est le fait que les ingénieurs en fait qui sont derrière les machines à sous essayent de calculer en fait à quel moment ils doivent donner justement une petite récompense aux joueurs pour que les joueurs restent le plus longtemps possible en fait à jouer devant la machine à sous. Et il faut voir que ça a des conséquences extrêmement graves. Alors déjà, d'abord pour les casinos, ça a plutôt des conséquences très positives parce que donc aux États-Unis, les machines à sous, ça génère plus d'argent que le baseball, les parcs d'attractions et le cinéma, les trois combinés. Donc c'est les trois secteurs combinés. Je crois que en 2005, c'était quelque chose comme 40 milliards de dollars que ça générait rien qu'aux États-Unis. Donc c'est très bien pour les casinos. Maintenant, pour les joueurs, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a des joueurs qui à la fois déjà se ruinent en jouant aux machines à sous et qui passent un temps en fait extrêmement long. Il y a même des joueurs en fait qui portent des couches-culottes quoi dans les casinos parce qu'ils n'ont pas envie d'aller aux toilettes tellement ils sont hypnotisés en fait par l'écran. Et donc en fait, il y a ces caractéristiques communes qui lient en fait les machines à sous et les écrans. Donc on a ce système de récompense variable, ça serait intéressant d'avoir l'avis d'Albert là-dessus. Il y a ce côté, je suis seul face à un écran, et derrière l'écran, en fait, il y a un groupe de personnes qui essayent de me rendre le plus accro possible en fait à la machine. Et derrière, il y a toutes les conséquences sur la santé mentale, la santé physique. Et donc il y a ce rapprochement-là que je trouve intéressant, et donc ravi d'en parler. Albert, est-ce que vous voulez réagir à ça ? Oui, plusieurs choses. Qu'il y ait une volonté dans le design des réseaux sociaux de maximiser le temps passé dessus est une évidence. Je connais assez bien les expériences de Skinner. On a une vision, on va dire, un peu plus nuancée. Skinner, c'est vraiment le conditionnement assez classique du behaviorisme, mais ça change rien à ces expériences. Le côté aléatoire joue un rôle. Après, pour moi, la différence majeure entre, par exemple, les machines à sous et les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas fait des machines à sous des outils nécessaires pour le fonctionnement en société actuelle. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui vont dans un casino, qui jouent un peu aux machines à sous et qui puis en sortent et qui ne réutilisent pas, et ça, c'est pas très grave. Aujourd'hui, la couche
C'est-à-dire, évidemment, dans le design, il y a l'architecture du choix, c'est toute une discipline de comment architecturiser. Et on peut même pas s'y connaître en psychologie pour faire ça. On peut faire juste de l'A/B testing, de l'ABCD testing. On essaye différentes interfaces. On a des milliards et des milliards d'utilisateurs. On voit qu'est-ce qui fait que les gens restent le plus souvent. Si c'est l'aléatoire, on leur donne de l'aléatoire. Si c'est de la stabilité, on leur donne de la stabilité, parce que c'est pas toutes les personnes préfèrent les mêmes trucs. C'est un peu la différence ou la limite de l'expérience avec les pigeons. C'est qu'il y a des personnes qui, au contraire, quand c'est aléatoire, chez les humains, ça les angoisse et ils veulent surtout pas ça, alors que s'ils rentrent et ils voient tout le temps les mêmes trucs, ça les rassure et c'est ce qui va rester. Et je pense que les plateformes savent très bien cibler à qui donner quelle version un peu de l'algorithme, parce que le but c'est qu'elle reste sur les réseaux. Et donc je suis complètement d'accord qu'il y a dans le design quelque chose de très particulier, où pour moi l'analogie fonctionne moins bien, c'est que les machines à sous sont dans les casinos et n'ont pas une fonction sociale autre que rapporter de l'argent au casino. Les réseaux sociaux, déjà, rien que leur nom, ça implique un stimuli social et on sait qu'on est des animaux sociaux, donc on a une appétence pour les stimuli sociaux par design quelque part. C'est un vecteur de business. Ce que je disais la dernière fois quand j'étais sur ton podcast, je sais pas, tu disais designer graphique, tu es pas sur les réseaux sociaux, bonne chance. Tu es tournesol, tu es pas sur les réseaux sociaux, bonne chance. Tu es Albert Moukébert, tu es pas sur les réseaux sociaux, bonne chance. Donc ça a une fonction où on a mis le truc au centre de la société. Ça a des vertus qui peuvent être aussi parfois bénéfiques, sortir de l'isolement. C'est-à-dire il y a toute la dimension sociale qu'on est en train d'omettre, alors que pour moi c'est un pilier vraiment central dans son fonctionnement, et tout le côté politique où on a accepté, sans trop broncher, sans trop résister. C'est là où je suis très admiratif du travail de Tournesol, des enjeux d'organisation sociale, où on a dit, OK, Maps, c'est pour tout le monde. Facebook, c'est le truc par défaut. Twitter, c'est par défaut. Instagram, c'est par défaut. WhatsApp, c'est par défaut, etc. C'est un peu, mon analogie est très mauvaise, mais c'est un peu comme si on vient de découvrir l'électricité. L'électricité devient centrale dans le fonctionnement d'une société. Tout le monde doit avoir l'électricité chez soi. Et on dit, pourquoi est-ce que vous êtes addict à l'électricité? Est-ce que l'électricité vous apporte de la dopamine? C'est-à-dire, ces outils sont devenus, en très peu de temps, quasi incontournables pour quelqu'un qui veut être intégré dans les services de la société moyenne. Évidemment, il y a des gens qui veulent pas, il y a des gens machin, mais le casino, et c'est vrai que ça rapporte beaucoup d'argent, mais quand on regarde le pourcentage de gens qui vont au casino, en fait, ça rapporte beaucoup d'argent à partir d'un pourcentage assez limité de gens. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de gens qui regardent du baseball que qui ne jouent aux machines à sous, sauf que les gens qui jouent aux machines à sous dépensent beaucoup plus d'argent, alors que les réseaux sociaux, il y a 3 milliards, 4 milliards de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et donc, ça peut pas juste s'expliquer par son côté addictif. Même les substances les plus addictives au monde n'approchent même pas une goutte dans l'océan de la base d'utilisateurs des réseaux sociaux. C'est-à-dire, on prend la substance la plus addictive. Je sais pas, on va dire que c'est l'héroïne. C'est le truc le plus addictif au monde. Il y a même pas, c'est même pas comparable. Et donc, pour moi, la dimension addictogène pourrait exister, même si je suis pas d'accord avec le mot. Il faut juste trouver un autre mot, parce que les addictions, c'est réservé genre à une prise de substance. Donc, pour moi, même l'addiction au jeu devrait avoir un autre nom, mais ça, c'est des différences de définition. Mais ça n'explique que méga partiellement pourquoi est-ce qu'on va aussi souvent, pourquoi est-ce que on s'inscrit déjà, pourquoi est-ce que quand on demande aux jeunes, ils disent en fait on préfère une société sans réseaux sociaux seulement si tout le monde décide de se barrer. Et du coup, pour moi, le pilier social et le pilier politique, évidemment que le pilier biologique joue un rôle, mais c'est vraiment un pourcentage assez réduit par rapport à... C'est la même chose pour Uber, c'est la même chose pour tout. Il y a une sorte de politique de connivence qui ont laissé ces grandes plateformes devenir des piliers centraux comme l'électricité de nos sociétés. Et après, par une sorte de tour de passe-passe, on va invisibiliser tout ça et dire « Ah bah oui, mais tout le monde est dessus parce que c'est addictif ». Non, c'est addictif, c'est peut-être l'hameçon. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous rappeler que ce podcast n'est pas rentable. Chaque épisode me fait perdre de l'argent et mes réserves s'épuisent petit à petit. Si vous souhaitez assurer la pérennité de mon projet, vous pouvez le soutenir financièrement sur Tipeee, PayPal ou Patreon. Les liens sont en description.
pour être sûr que tout le monde comprend bien, l'aspect vraiment central que vous mettez en avant, c'est le fait que déjà les réseaux sociaux, oui, s'appuient sur certaines facettes de notre architecture bien cognitive, sûr. Mais pas forcément la dopamine en soi. Mais par contre, même mettre en avant ces autres facettes de notre architecture cognitive peut avoir un côté un peu déresponsabilisant parce qu'on oublie le truc central, qui est le fait que si un enfant n'a pas la dernière référence TikTok, il aura de la peine à s'intégrer à la cour de récréation. Si un ingénieur n'a pas son compte Insta, il aura peut-être pas de clients. Et c'est surtout ça qu'il faudrait mettre en avant. Et surtout, ces designs d'interface ne sont pas spécifiques aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, les jeux vidéo essayent de faire la même chose. On peut même prendre des trucs plus analogiques. La lecture, quand un auteur écrit un livre, il a envie qu'on ne le lâche plus. Et d'ailleurs, quand la lecture s'est démocratisée, on voulait interdire ça aux femmes parce que ça les rendait hystériques. Elles faisaient plus leur métier de travail ménager. Elles étaient tout le temps en train d'essayer de voler quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là pour les livres. Et il y a des textes de l'époque qui disent, en fait, la lecture, les livres, c'est un produit addictif très très dangereux qu'il faudrait interdire parce que s'il y avait de la dopamine, je pense qu'ils auraient dit ça donne trop de dopamine. Mais encore une fois, la différence entre la lecture, les machines à sous, les jeux vidéo, etc. et les réseaux sociaux, c'est la dimension méga sociale et deux, le rôle prépondérant qu'on a laissé ces plateformes prendre dans l'organisation de nos vies. Il y a une autre différence aussi que je trouve importante dans l'évolution un petit peu des technologies, notamment des médiums qu'on utilise. Parce que là, on cite du coup le livre qui effectivement peut avoir une dimension addictive. Avec les technologies numériques, il y a par exemple une grosse différence entre le téléphone portable et la télévision. Dans le sens où du coup la télévision ne fait que nous envoyer des signaux et en fait n'apprend pas directement des choses sur son spectateur. Donc en fait, si à l'époque j'étais un patron de télé, si je voulais fine-tuner mes programmes télévisés, ça serait très compliqué. Et en fait, aujourd'hui, on a dans la poche justement des outils qui en fait ne sont pas tellement des outils, qui sont plus comparables en fait à des agents. C'est-à-dire qu'ils récoltent en permanence des données sur nous et à partir de ce qu'ils récoltent justement, ils vont fine-tuner, affiner justement les contenus qui nous affichent. Donc il y avait une étude qui a été faite en 2015, ça fait déjà quand même belle lurette, qui montrait que il suffisait de 300 likes sur Facebook pour qu'on puisse créer un modèle informatique en gros qui prédise mieux nos centres d'intérêt que ceux de nos conjoints, de notre mari ou de notre femme. Et c'était en 2015. Donc ça nous permet, je pense, de nuancer le phénomène d'addiction aux écrans, c'est-à-dire que si on parle d'addiction, c'est en réponse aussi à quelque chose d'autre. Et c'est souvent en réponse au fait que une personne cherche à se connecter à quelque chose. Par exemple, un être humain est un être social, donc va vouloir nouer des relations sociales avec les gens. Et si effectivement, on n'a pas de relations sociales dans la vie et qu'on n'a aucun moyen de se connecter à quelque chose, ça va faciliter justement des comportements où on va cette fois-ci se connecter à des choses qui sont malsaines. Et donc, ça peut faciliter effectivement l'utilisation, par exemple, abusive des réseaux sociaux. Maintenant, sur le côté addiction, je serais heureux qu'on revienne dessus, parce que c'est vrai que c'est encore très flou, il me semble, cette notion d'addiction. J'ai pas le sentiment qu'il y ait un consensus sur ce qui constitue en fait l'addiction. D'un côté, il y a notre vision classique de l'addiction qui est je prends de l'héroïne, je suis addict à l'héroïne. Et de l'autre côté, il y a les addictions qui ont plus attrait au numérique, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, etc. Il me semble que l'OMS, justement, a classé les jeux vidéo comme une forme d'addiction. Donc, je pense que ça mérite, justement, d'éclaircir un petit peu d'éclairer ce débat. Et du coup, oui, l'OMS a classé les jeux vidéo dans le truc addiction et la majorité des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur le sujet ont fait une sorte de lettre pour dire pourquoi vous faites ça, vous nous mettez des bâtons dans les roues. Surtout que pour par exemple, les jeux vidéo, il y a moins de 1% des joueurs qui ont un jeu problématique quand on regarde les chiffres. Donc, en gros, c'est bien, comme tu dis, il n'y a pas encore de consensus, c'est plus des opinions. Et moi, c'est tout le temps important d'expliciter sa propre position et de reconnaître quand elle n'est pas unanime. Moi, je fais partie du camp qui pense que pour ce que les autres veulent après appeler addiction sans substance, il faudrait trouver un autre mot, une autre expression, par exemple un mésusage, un usage excessif, un surusage, etc. Parce que c'est pas du tout les mêmes déterminants biologiques, c'est pas du tout les mêmes. Quand on parle de dopamine, de machin, ça c'est facile à faire, on va dire, dans le modèle animaux. Quand on donne un shoot d'héroïne à un rat et après on regarde son cerveau, c'est pas du tout la même chose que si on le fait être addict à une roue pour simuler un jeu vidéo ou quelque chose comme ça.
c'est pas du tout les mêmes manières de prendre en charge, et surtout parfois ça va masquer autre chose, c'est-à-dire un jeune qui a, je sais pas, 15 ans, qui passe 9 heures par jour sur son téléphone. Il y a un autre problème qui mériterait d'être exploré. L'exemple que je donne dans Neuromania, c'est comme si tu vois ton pote qui est allongé sur son sofa 8-9 heures par jour, ou qui est dans son lit 8-9 heures par jour et qui allume pas la lumière, et tu lui dis pourquoi est-ce que tu es addict à ton lit et tu es un luminophobe. J'ai oublié c'était quoi le mot, photophobe, et que tu es photophobe. On va jamais penser à ça, c'est-à-dire, et puis ça stigmatise les autres, c'est-à-dire parce qu'on a une vision assez négative des substances addictives. Si tu rencontres quelqu'un en soirée, il te dit moi je prends de l'héroïne de manière récréative, tu vas te dire le mec il est addict, il est dans le déni, indépendamment de si c'est vrai ou pas. Mais quand tu dis les jeux vidéo sont addicts, on a plein de parents qui, parce que leurs enfants jouent 1 heure ou 2 de jeux vidéo, soit par jour, soit chaque quelques jours, ce qui est un usage comme n'importe quel hobby, vont penser que leurs enfants ont de très graves problèmes, qu'ils vont finir addicts, que c'est une sorte de gateway drug, qui va ouvrir la porte vers d'autres choses, qu'ils vont être en décrochage scolaire, alors que la majorité de nos études, et là vraiment on parle des jeux vidéo, montrent qu'un usage normal, j'ai envie de dire modéré, parce que c'est déjà chargé, mais quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, ça a plutôt des impacts positifs sur sa santé mentale, sur ses capacités cognitives, etc., etc., etc. Et donc, on a écrit, je faisais pas partie du collectif qui a écrit à l'OMS quand ils ont classé ça pour dire il faut pas faire ça, il faut trouver une autre manière. Et pour moi, c'est la même chose pour les écrans et pour les réseaux sociaux, voire encore plus. Même si ça s'applique aux deux, parce que ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on est en train de faire sur l'écran, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le réseau social. L'exemple que je donne aussi dans Neuromania, c'est que souvent, je vais avoir des personnes qui vont venir qui sont inquiets pour leurs enfants parce qu'ils passent 2-3 heures sur l'écran, et eux, ils bossent, je sais pas, dans un cabinet d'architecture, ils passent la journée de 9h du matin à 18h devant leur ordi. Ils vont jamais se dire, je suis addict à mon ordi, parce que ils rationalisent en disant, je fais mon taf. Et donc, quelqu'un qui prend tous les jours de l'héroïne, on va pas lui dire c'est ton taf. On va juste accepter quelqu'un qui se réveille le matin et qui prend deux verres de vodka. On va pas dire ah bah oui c'est l'usage, tu es barman, tu es bartender donc c'est normal. On va dire tu as un problème mec, on va voir qu'est-ce que tu vas faire de toi. Mais quelqu'un qui se réveille, qui prend sa voiture et qui se met devant son écran 8 heures par jour, on va dire bah c'est normal, il travaille. Donc il faut aussi faire rentrer une autre variable qui est l'usage. Quelqu'un qui joue toute la journée à Candy Crush, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est en train de faire un serious game ou qui joue le soir avec ses potes, et ça l'aide à créer ces liens sociaux. Ouais. Après, sur on va dire l'utilisation qu'on fait justement des écrans, il y a une problématique qui me semble de plus en plus importante, c'est le fait qu'on est sur des niveaux d'utilisation qui sont aujourd'hui tellement élevés, c'est-à-dire que il y a eu un sondage qui a été fait récemment aux États-Unis qui montrait qu'il y avait en gros un quart de la Gen Z qui passait plus de 7 heures par jour sur les réseaux sociaux. Il y avait d'autres études qui montraient qu'en fait un tiers des jeunes Américains disaient être constamment en ligne. Et là, il y a des sondages Ipsos qui sont sortis récemment qui montrent qu'en fait les jeunes Français passent 5h40 par jour à regarder justement des vidéos. Donc en fait déjà, quelle que soit en fait l'utilisation des écrans qu'on a, il y a le problème de la sédentarité qui se pose et qui est importante. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on fait sur les écrans. Et moi, mon argument, ça serait de dire qu'aujourd'hui, les écrans sont programmés d'une telle façon que en fait, les contenus qu'on va avoir vont avoir tendance à se diriger vers des contenus de consommation de vidéos, ce qui d'ailleurs légitime un peu le côté 5h40 par jour à regarder des vidéos. Ça a des problèmes très importants sur la santé mentale des jeunes, notamment parce qu'il y a une perte de contrôle en fait attentionnelle. Ça, c'est des témoignages qu'on peut récupérer sur le terrain avec des adolescentes ou des adolescents qui expliquent qu'en fait, ils passent des heures sur TikTok et ils trouvent ça horrible. Donc ça revient aussi à ce qu'on disait, il n'y a pas forcément de plaisir. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a quelque chose qui effectivement est assez similaire finalement à ce qu'on voit avec encore une fois les joueurs de machine à sous, qui est que on est dans cette sorte de, je sais pas si on pourrait dire que c'est une sorte d'hypnose, mais en tout cas on est sur des personnes qui font défiler justement des vidéos constamment dans l'attente de quoi?
Je sais pas, mais en tout cas ça totalise un nombre d'heures passées devant les écrans derrière qui est extrêmement problématique. Alors déjà de un, quel que soit le contenu, avec les conséquences sur la sédentarité et le fait aussi que les smartphones peuvent être un bloqueur d'expérience, parce que du coup le temps qu'on passe sur le smartphone, c'est le temps qu'on passe pas à explorer le monde, qui est un monde tangible, en 3D, avec des perspectives, avec de l'odorat, avec du toucher, etc. Et ensuite, effectivement, quand on regarde les usages qui sont faits aujourd'hui des écrans, la grande majorité des usages tendent vers, justement, ce contenu de vidéos courtes, saillantes, émotionnelles, qui a un impact qui parvient en tout cas à capter très bien l'attention des utilisateurs. Du coup, contrairement à Albert, vous dites quand même que le dispositif en lui-même, le smartphone, peut poser problème et pas seulement le contenu qu'on consomme. Ouais, et je dirais aussi que le smartphone est une technologie qui est indissociable, en fait, des applications qu'il contient. C'est-à-dire que si on prend une application comme Instagram, elle a été en fait designée pour être utilisée sur un smartphone. Donc en fait, le hardware, le smartphone, le rectangle métallique qu'on a dans la main, est vraiment indissociable en fait du software, des applications qui ont été développées pour le smartphone. Et d'ailleurs, le simple fait, par exemple, que dans le smartphone, il y ait une caméra frontale, conditionne certains usages. Il y a des comportements qui sont de plus en plus narcissiques, justement, quand on regarde l'utilisation qui sont faits, par exemple, de réseaux comme TikTok, etc. C'est aussi là où on voit que la technologie n'est pas neutre et que le simple fait d'avoir une caméra frontale sur un écran va conditionner certains usages et peut derrière effectivement poser certains problèmes. Alors je suis pas d'accord avec Albert Moukébert aussi, parce que pour moi le plus gros problème des écrans, c'est la sédentarité. D'ailleurs dans Neuromania, je parle de ce point en expliquant que c'est vraiment le problème. Et ça, c'est même pas juste avec les réseaux sociaux. Pour moi, en fait, un problème que j'ai quand on parle des écrans et de tout ce dont on a parlé, c'est comme si on parle juste des jeunes. Mais en fait, pour moi, un adulte qui travaille dans un bureau, qui est sur AutoCAD, ou qui est sur Excel, ou qui est en train d'écrire le nouveau roman Goncourt, prix Nobel de la paix, la sédentarité est un fléau infini, qui inclut la voiture, qui inclut les transports en commun, qui inclut tous les transports en commun un peu moins, parce qu'il faut aller à la station, descendre des escaliers, etc. Mais on peut trouver des tonnes de vidéos où je parle de ce problème. Pour moi, le problème central de l'écran aujourd'hui, mais aussi de plein de nos outils technologiques, c'est la sédentarité. On est une espèce qui est supposée être en mouvement, et ce truc de on va aller à la salle de sport, c'est un peu comme si on met un pansement sur une amputation. On n'est pas supposé, genre, ne pas bouger pendant 8 heures, et puis on bouge pendant 1 heure en faisant du training intensif ou de la fonte ou je sais pas quoi. C'est pas comme ça qu'on est construit, c'est très délétère, pas juste pour notre santé mentale, pour le système circulatoire, pour notre système respiratoire, pour tout, pour notre digestion, pour les reflux, pour les problèmes gastro-intestinaux, etc. Donc ça, il n'y a rien à dire. Et le deuxième point avec lequel aussi je suis très très d'accord et que je mentionne aussi dans Neuromania, c'est le problème du déplacement temporel. C'est que le temps est un jeu à somme nulle, et un temps passé sur un écran, c'est un temps pas passé sur autre chose. Et j'aurais exactement le même problème si on avait une jeunesse qui passe sa journée juste à lire. Si j'ai des jeunes qui lisent 8 heures par jour, c'est sédentaire, c'est monotâche, et ils sont pas en train d'explorer le monde qui, effectivement, on est des êtres incarnés. On est supposé interagir avec le monde, sentir la chaleur, toucher les objets en 3D, etc. Un livre, c'est en 2D. Un écran, c'est en 2D. Évidemment, c'est pas les mêmes ressorts cognitifs. La lecture va stimuler l'imagination, etc. Alors que les shorts, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Donc, si Albert Moukébert disait le contraire de ça, je serais en désaccord avec lui aussi. D'accord, donc finalement, ouais, le dispositif a quand même son importance à ce niveau-là. Ouais. Et sur l'aspect dopamine, du coup, qu'Albert a pu évoquer, est-ce que finalement, vous seriez vous aussi d'accord pour dire que le problème des réseaux sociaux, quand on s'intéresse vraiment à la partie de notre architecture cognitive, etc., de l'aspect plus biologique, disons, de ce qui se passe, c'est pas forcément lié à la dopamine, mais aussi à plutôt d'autres phénomènes, finalement? Je pense que c'est lié à la manière avec laquelle ces technologies ont été construites. Et en fait, si on lit justement un petit peu l'histoire de la captologie, qui est la science, en gros, de la persuasion via les outils informatiques, qui est une école qui a formé notamment les patrons d'Instagram, etc. Au cœur justement du modèle,
il y a ce système de récompense variable qui est lié ou non à la dopamine. Il semblerait que la dopamine ait un lien avec justement ces techniques. On parlait de B.F. Skinner et des pigeons tout à l'heure, donc c'est la récompense, c'est toujours ce phénomène de récompense variable. En tout cas, il y a justement dans la pensée de ces technologistes cette idée de rendre un produit addictif via justement des récompenses aléatoires, que ça passe par exemple par des likes sur Facebook, que ça passe par des likes sur d'autres applications comme Tinder, où on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va recevoir une certaine récompense. Donc si je prends un exemple, quand on poste une photo sur Instagram, les designers en gros d'Instagram peuvent contrôler la visibilité de la photo sur les comptes de nos amis. De cette manière, en fait, si les designers partageaient notre photo à tous nos amis en même temps, on recevrait tous les likes en même temps. Et donc, il n'y aurait pas vraiment de côté variable et aléatoire. Ce qu'ils font, du coup, c'est que les photos sont disséminées dans le temps sur le profil de nos amis. Comme ça, en gros, les likes qu'on reçoit sont aussi pareillement disséminés dans le temps. Et ça fait qu'on va être amené à aller beaucoup plus de fois sur la plateforme pour mettre à jour en fait ses notifications et son nombre de likes. Et ça crée des sentiments, ça crée une forme de dépendance. Moi, je peux le percevoir sur moi-même quand si je publie par exemple une vidéo sur YouTube, de la même manière, en fait, je n'ai aucune idée si l'algorithme va partager ma vidéo à 15 personnes et je vais faire 15 vues, ou si l'algorithme va partager la vidéo à 5000 personnes. Mais en fait, cet aspect aléatoire, le fait que je ne sais absolument pas ce qui va se passer, va me faire en fait revenir sans cesse sur la plateforme. Et donc ça, c'est quelque chose qui est au cœur de plein de design justement des technologies qu'on utilise au quotidien. Est-ce que c'est lié directement à la dopamine ou non? En tout cas, c'est en ces termes justement que ces technologistes en parlent. Ce que moi je constate en tout cas, c'est que ça a beau concerner la dopamine ou non, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien et nos temps d'utilisation des écrans en fait le confirment. Alors, j'ai deux réponses un peu à ce qui a été dit. Une partie avec laquelle je suis d'accord et une partie avec laquelle je suis pas d'accord. Je pense que c'est la première fois où on n'est pas vraiment d'accord. C'est que moi, je pense que ces fondateurs de la captologie ont foutu la dopamine parce que ça fait plus scientifique. Mais par exemple, tu mentionnais Skinner. Skinner, c'est de la psychologie cognitive des années 50. Ça, je pense qu'on n'avait même pas découvert la dopamine ou ça venait juste d'être découvert. En fait, il y a un article très connu en neurosciences qui s'appelle L'allure séduisante des neurosciences, The Seductive Appeal of Neuroscience, qui a montré que quand on rajoute des explications neuroscientifiques à un phénomène, que ces expériences neuroscientifiques, que ces informations neuroscientifiques apportent ou pas quelque chose de réel à l'explication, ça fait plus sexy. Ça fait plus sérieux. En fait, la majorité de ces techniques, donc je suis complètement d'accord avec les techniques qui sont utilisées, je suis juste pas d'accord avec l'explication du phénomène. C'est différentes techniques d'étaler les likes, de faire le never ending scrolls qui s'appelle les dark patterns avec lesquels tu es sûrement familier, les booking.com qui font 2 places restantes alors que c'est pas vrai, il y a 22 personnes qui sont en train de regarder cette annonce qui est pas vrai, etc. Ça marche. Mais c'est juste pas des neurosciences, c'est de la psychologie cognitive. C'est des trucs qu'on connaît bien avant les premières IRM, bien avant les premiers tests de dopamine, de sérotonine, de tout ça. C'est juste, on rajoute une sorte de surcouche. C'est pour ça que le livre s'appelle Neuromania. C'est-à-dire, oui, le constat est bien sûr que ces designers veulent que les gens restent dessus. Et après, que quand tu publies une vidéo, tu as envie de savoir si ça va marcher. Pour moi, c'est pas juste de l'aléatoire, c'est aussi de l'incertitude. Mais c'est la même chose de quand quelqu'un publie un livre et va suivre les ventes, ou quand quelqu'un publie un film et veut savoir quelles sont les premières données du jour de lancement. Est-ce qu'il y a eu 500 000 téléspectateurs ou est-ce qu'il y en a eu 100? Parce que c'est ton travail, tu as envie que ça marche. Mon problème, c'est vraiment ça. C'est une sorte de erreur de la cause unique, de couche neuroscientifique pour faire genre c'est plus sérieux, alors que c'est des signaux sociaux importants, ça a des conséquences. C'est un milieu d'incertitude parce qu'on n'a pas d'agentivité dessus. On peut pas décider ce que l'algorithme va faire. On sait jamais. Shaiman peut mettre des extraits de notre dernier épisode et avoir 7000 likes et parfois avoir 300. C'est de l'incertitude, mais de la même manière qu'un réalisateur peut vous gagner 2 Oscars et après il se retrouve avec un Rotten Tomatoes de nul. Mais surtout, les outils qui sont utilisés dans la captologie, pour la majorité écrasante de ces outils, c'est de la psychologie cognitive qui a
absolument pas besoin de la surcouche biologique. Et d'ailleurs, on l'entend quand Vincent il dit si c'est la dopamine, oui ou non, ça change rien. Je vois que ça marche. Et c'est normal. On a toujours fait ça. Genre, je sais pas, on savait que le chloroforme fait tomber les gens dans les pommes bien avant de savoir comment. Ce que je dis, c'est que à partir des connaissances qu'on a aujourd'hui sur le fonctionnement du cerveau, il y a très peu de chances que ça soit juste la dopamine qui est impliquée, tout autant qu'il y a très peu de chances que la dopamine ne soit pas impliquée du tout. Évidemment que la dopamine est impliquée, mais évidemment aussi que la sérotonine est impliquée, évidemment que l'acétylcholine est impliquée, évidemment que des tonnes de réseaux neuronaux sont impliqués avec leur lot de neurotransmetteurs, mais ces effets, j'expliquais la dernière fois, mais peut-être qu'on va le réexpliquer un peu, cette notion de bon niveau explicatif. Le bon niveau explicatif se joue au niveau comportemental et pas au niveau neuronal. C'est un peu l'exemple que je donne dans le livre, c'est un peu comme s'il y a un accident de voiture, et on va aller regarder les atomes de la carrosserie. Évidemment que les atomes de la carrosserie sont impliqués, mais évidemment que je m'en fous. Ce qui compte, c'est les dégâts macro que je vois. Est-ce que mon rétroviseur a pété, il faut que je le change. Est-ce que je me suis cassé mon os, etc. C'est un peu la même chose. On va rajouter des sortes de couches biologiques qui n'apportent rien. L'explication serait exactement pareille sans, mais qui sont performatifs. Parce que quand on dit que c'est une explication biologique, la dopamine, ça réduit l'agentivité. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que je lutte contre ces récits, parce que derrière, ça crée une sorte d'illusion de, vu que c'est ma dopamine, et que je peux pas contrôler ma dopamine, je suis impuissant. Alors qu'on n'est pas du tout impuissant face à ça, ou en tout cas, on n'est pas obligé d'être impuissant. On n'est pas hyper puissant, parce que les rapports de force ne sont pas du tout les mêmes, les moyens déployés ne sont pas du tout les mêmes. Comme disait Vincent, ils peuvent mesurer tout, fine-tuner chaque mini truc que tu fais, machin. Mais la lutte se joue au niveau psychologique et comportemental beaucoup plus qu'au niveau neuronal. La surcouche neuronale, c'est juste une sorte d'effet sexy. Je vais foutre des mots neuroscientifiques dans l'explication. Donc, de votre côté, j'imagine que vous êtes assez d'accord finalement que c'est pas forcément la dopamine en soi, mais aussi d'autres mécanismes du cerveau. Par contre, j'ai l'impression que vous avez un côté où vous dites pas forcément que mettre en avant ces mécanismes du cerveau viendrait surresponsabiliser les individus ou au contraire déresponsabiliser les plateformes. Vous pouvez peut-être expliquer un peu ce point de vue. Ouais, je pense que c'est important en fait pour les gens d'essayer de comprendre comment ces technologies ont été pensées par les designers et pour en fait faire un peu machine arrière et comprendre ce qui les amène à être en fait scotchés sur les écrans. Alors évidemment, c'est pas uniquement le cerveau des gens, c'est pas uniquement leur organisme, ça va être une interaction entre des technologies qui sont développées et derrière, nous, en tant qu'organisme humain, qui réagissons justement à ces technologies qui sont développées. Et donc, je pense qu'en fait, la compréhension des mécanismes comme ceux de la récompense variable, ça permet aux gens d'avoir un peu plus une idée un peu plus franche de comment tout ça fonctionne. Et quand bien même c'est pas du tout suffisant pour changer justement les comportements, ça va quand même piquer une curiosité et permettre à des personnes de se dire « Ah tiens, en fait, on est vraiment en train d'exploiter certains de mécanismes cognitifs pour derrière faire en gros le profit des GAFAM, etc. » Donc, en fait, je pense que pour modifier des comportements, évidemment, la prise de connaissance sur ce genre de sujet n'est pas du tout suffisante, mais je pense que c'est un premier pas, en fait, d'avoir cette conscience du problème qui passe par une compréhension, en fait, de cette interaction entre des technologies et le fonctionnement en fait de notre fonctionnement cognitif. Il y a cette phrase du coup que je cite beaucoup d'Edward Wilson, qui est un sociobiologiste, qui dit que le problème fondamental de l'humanité, c'est qu'on a des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et des technologies divines. Et je pense que c'est un assez bon prisme en fait pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, au niveau notamment des réseaux sociaux. C'est des technologies qui deviennent d'une certaine manière divines, puisqu'elles sont surhumaines d'une certaine manière pour en fait capter notre attention. Et cette capacité, elle vient aussi justement de stratégies mises en place par les applications comme Instagram, etc., qui sont passées par une étude en fait de nos mécanismes cognitifs et de techniques. On a parlé tout à l'heure des récompenses variables. Donc je pense qu'en fait pour n'importe qui, c'est intéressant de comprendre un minimum justement comment ces technologies sont employées et
quel mécanisme en fait cognitif ça sollicite. Je suis complètement d'accord de parler des récompenses variables, de parler des scrolls infinis, de parler de l'étalage dans le temps des likes, de parler de l'éditorialisation des contenus, de parler du fine-tuning, de parler des données qui sont captées, etc. Évidemment, encore une fois, mon problème, c'est quand on invoque des niveaux explicatifs qui sont pas particulièrement pertinents. C'est-à-dire, si quelqu'un vient et remplace le scroll infini par la couleur des polices, l'explication change massivement. Mais si quelqu'un vient et remplace le mot dopamine par sérotonine, ça change rien du tout. C'est vraiment une sorte de surcouche cosmétique qui change rien. Donc, quelqu'un qui vient expliquer, comme Victor, les scrolls infinis, les récompenses variables, l'éditorialisation, le fait qu'on découvre que, je sais pas, Twitter, avant qu'il soit racheté par Elon Musk, ils ont sorti une fois un article, ils ont découvert que leur algorithme était en train de privilégier les news d'extrême droite, sans même qu'ils le sachent. Évidemment que ça peut aider, et évidemment que c'est pas suffisant. On connaît aujourd'hui le modèle du déficit informationnel, que connaître c'est pas suffisant, etc. Mais ça peut parfois contribuer. Et ça, je pense que le Tournesol fait ça très très bien. Moi-même, il y a une dizaine d'années, un peu plus peut-être, ou un peu moins, je sais plus, je travaillais avec Designer Éthique. On a donné un cours à l'ENSI sur comment un rétro-design de l'attention avec Hubert Guillot, sur comment redesigner une appli qui respecterait l'architecture cognitive des utilisateurs. C'était Netflix à l'époque, donc qui est pas un épisode qui se lance tout seul à la fin. Et on voit que ces ressorts psychologiques dont parlait Victor ne sont pas juste spécifiques aux réseaux sociaux. On les retrouve sur Netflix, on les retrouve sur Amazon, on les retrouve sur Booking.com, on les retrouve dans de tonnes d'interfaces numériques et qui existaient aussi avant dans le marketing plus classique, le 9,99, le Black Friday, le Tech Monday, je sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, le Monday, j'ai oublié son nom, mais il y a un nom maintenant pour le Monday qui vient après le Black Friday, spécifique pour la tech, etc. Et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte, d'essayer de... C'est un peu le principe du marketing. Et le marketing n'a pas entendu la sérotonine pour se mettre en place. Et évidemment qu'il faut faire ce travail, mais et je pense qu'on est tout à fait d'accord sur ce point, le danger, c'est de s'arrêter à l'échelle individuelle et de pas voir que derrière, il faut aussi un travail législatif, un travail politique, un travail social et collectif. Et que ça soit pas chacun doit tout seul faire face au scroll infini ou au côté aléatoire des plateformes. Ouais, il y a pour rebondir justement là-dessus, je pense que l'un des gros problèmes auxquels on fait face, on parlait de technologie divine, d'institutions médiévales et d'émotions paléolithiques. En fait, plus le temps avance, plus ces technologies divines sont d'une certaine manière divines, et de l'autre côté, en fait, nous, notre capacité en tant qu'individu à y résister stagne, voire décroît. Donc, si on prend par exemple le pouvoir que pouvait exercer la télévision sur des individus à l'époque, il était encore une fois très limité, c'était unidirectionnel, donc les patrons de télé pouvaient pas trop fine-tuner leur programme de télé. Aujourd'hui, en fait, on est face à des technologies qui ont de plus en plus d'informations sur nous, et donc en fait, il y a une forme d'asymétrie de pouvoir qui croît entre les plateformes et les utilisateurs. Donc en fait, si je fais une intervention avec l'association Lève les yeux et que je vois des collégiens, je vais essayer de leur expliquer des choses sur comment tout ça fonctionne, etc. Mais en fait, il faut bien voir que c'est des jeunes qui sont absolument seuls et qui sont dans un rapport de force en fait avec des plateformes qui n'ont pas le même objectif que ces adolescents. L'objectif des adolescents, c'est quoi ? C'est très difficile à dire. Vivre une vie épanouie, etc. Enfin, ça amènerait des questions philosophiques qui seraient très longues. De l'autre côté, l'objectif des plateformes aujourd'hui est très simple. C'est de faire de l'argent et de capter de l'attention. Et donc, en fait, quand on a d'un côté des plateformes qui ont de plus en plus de puissance, avec de plus en plus de données, etc., et qu'on reste et que les individus, en fait, n'ont pas de structures sociales qui viennent les aider, comme des associations, l'État, les lois, etc., etc., le rapport de force ne fait que se déséquilibrer. Et du coup, en fait, on a des conséquences qui sont de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'on est quand même face à un désastre sanitaire au niveau des écrans qui est extrêmement inquiétant. Donc, il y a plein de facteurs à avancer. On voit, par exemple, la chute des résultats PISA dans les écoles qui dégringolent à une vitesse phénoménale. On voit, du coup,
les niveaux d'utilisation d'écran qui font qu'augmenter, et donc on est vraiment face à une situation qui, moi, me paraît extrêmement difficile. Donc c'est quelque chose effectivement sur lequel il faudrait qu'il y ait un peu plus que quelques associations qui fassent de la sensibilisation face à ça, et que justement la société civile s'empare du sujet. Et en ça, du coup, pour vous, le terme peut-être d'addiction est peut-être approprié dans le sens où ça permet de faire une sorte de vulgarisation auprès du grand public et d'alerter sur ces enjeux, ce que permettrait pas forcément la simple... ça apporte une sorte de couche émotionnelle au discours, peut-être. Alors, je pense que le terme d'addiction est très utile. Alors, est-ce qu'il est juste en parlant des écrans? Moi, quand j'ai pas trouvé de définition justement qui fasse vraiment consensus sur le terme addiction. Moi, quand je parle d'addiction justement aux jeunes, je parle d'un comportement compulsif qui se fait au détriment de choses qu'on valorise. Et ce que je constate, en tout cas sur le terrain et dans les études que je lis, c'est que on est face à un comportement compulsif mondial qui détruit des choses qu'on valorise. C'est-à-dire que le temps d'écran qu'on regrette, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très commun dans l'utilisation justement des écrans. Et en fait, il me semble que l'addiction, c'est aussi un terme qui est du coup assez fort et qui permet derrière de vraiment s'attaquer au problème. Ce dont j'ai peur en fait, c'est que en étant dans un trop gros précautionnisme, en fait, on met pas un mot fort sur le problème, et puis que derrière, en fait, tous les dégâts sanitaires que causent les écrans, on s'en occupe pas réellement. Et donc voilà. Et puis du coup, si je suis justement un petit peu la classification des addictions, et que je vois que les jeux vidéo en fait sont rentrés aujourd'hui dans la catégorie d'addiction, je vois mal en quoi, en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux pourraient pas rentrer dans cette catégorie. Oh, je suis d'accord. Moi, je suis pour sortir les jeux vidéo de la catégorie addiction. C'est juste que je trouve que le mot addiction devrait être réservé pour autre chose, et on devrait trouver un mot qui fasse autant peur, qui fasse autant panique, etc., pour les jeux vidéo, qui, encore une fois, l'usage problématique des jeux vidéo concerne moins de 1% des joueurs, alors que les écrans, c'est complètement autre chose. Et pour rebondir sur ce que disait Victor sur les moyens inégaux, l'analogie que je vais faire, qui va, je sais, qui est très mauvaise et qui va probablement me causer des problèmes, mais je vais la faire quand même. C'est un peu comme si je viens et je vous explique comment fonctionne un char qui vous attaque, et vous avez des petites pierres. Ok, je suis content de savoir comment fonctionne le char, mais je suis encore en train de me faire défoncer. C'est-à-dire, les moyens de bord, il y a un déséquilibre infini de combien ils peuvent fine-tuner, de combien ils savent des choses. J'avais fait une conférence pour Chiasma qui est en ligne sur non, les plateformes n'allument pas votre micro à distance pour vous écouter. Et ce que je disais, c'est pas non, ils le font pas parce qu'ils ne veulent pas épier ce que vous êtes en train de faire. C'est qu'ils ont tellement d'autres moyens, tellement plus précis, tellement plus efficaces, la vitesse avec laquelle vous scrollez votre souris, la vitesse de défilage, chaque mot-clé. Il y a une période, Facebook, si vous écrivez un statut et vous le postez même pas, ils savent que vous avez écrit, que vous avez effacé, que ce serait une sorte de perte de temps et d'argent d'allumer le micro de manière un peu aléatoire. C'était avant de la reconnaissance vocale et tout ça, et que quelqu'un écoute et se dise, ah oui, Albert, là, il a dit le mot, je sais pas, Black Mirror, on va lui montrer une pub de Black Mirror. On sait que Albert est un mec qui a 42 ans, qui vit à Paris, qui est machin, qui va là, qui va dans ses quartiers, etc., etc. Probablement, son profil aime bien Black Mirror. Boum, je vais lui foutre un Black Mirror. Ah, il vient de déménager, parce que son GPS était tout le temps là, et là, il est à 500 mètres tous les soirs. Boum, je vais lui montrer des pubs de, je sais pas, de perceuse visseuse, etc., etc., etc. Et donc, oui, expliquer, ok, mais si on vient et on m'explique que, en fait, je lutte contre un char, et moi, j'ai mes petits points, ok, je fais quoi après? Je vais me faire juste défoncer. Et le coup de se dire, bah ok, du coup, je vais pas les utiliser, il y a l'exclusion sociale, parce qu'encore une fois, pour moi, la différence majeure entre les plateformes digitales et toutes les autres, addictions ou pas, on les appelle ce qu'on veut, etc., c'est qu'elles jouent aussi un rôle central dans le fonctionnement moyen, / normal pour ceux qui ont pas de problème avec ce terme, de la société actuelle. Tu ne postes pas tes podcasts sur les réseaux sociaux, ton podcast est quasiment inexistant. C'est aussi simple que ça. Et donc, comment est-ce qu'on va trouver un juste équilibre entre des outils qu'on est obligé d'utiliser
mais que les gens qui maîtrisent ces outils, qu'on est obligé d'utiliser, parce que c'est comme ça que la société aujourd'hui est organisée, font tout pour faire en sorte que cet usage soit le plus nocif possible. Après, sur les chiffres PISA et les écrans, je sais pas si le lien est avéré ou pas, je connais pas assez, donc j'ai pas vraiment d'opinion. J'ai vu quelques papiers passer, des gens qui disent que ça n'a rien à voir, d'autres qui disent que c'est ça. En tout cas, indépendant de tout ça, on revient, il y a le problème de sédentarité, il y a le problème d'estime de soi chez les jeunes, plein de problèmes, et la bataille est complètement injuste si on la garde à l'échelle de l'individu. On doit expliquer comment ça marche pour qu'on puisse mieux se fédérer, pour qu'on puisse mieux s'organiser, pour qu'on puisse un peu lutter collectivement, parce que seul, je pense même un pays seul, il ferait pas le poids. Je pense qu'il faut une sorte de consortium de pays, tellement ces plateformes aujourd'hui sont tentaculaires. Je crois qu'on a donné la Légion d'honneur à Jeff Bezos en scred, parce que les données de l'État français sont sur AWS. Du coup, Macron voulait pas faire, je suis en train de donner la Légion d'honneur à Jeff Bezos parce que il a une visite, genre, le mec n'a pas une très bonne réputation dans la société avec Amazon et tout ce qu'on connaît, mais il peut pas lui refuser parce que il peut éteindre ses serveurs et après l'État français est un peu dans la merde, et du coup ils lui ont donné la Légion d'honneur en secret. Genre la Légion d'honneur, tu supposais être fier de ta Légion d'honneur, et tu l'as genre un peu sous la table, tiens, voilà, Victor, je te passe une Légion d'honneur, est-ce que tu peux la prendre? Et donc, on voit les rapports de force complètement démesurés, et je suis pour n'importe quoi qui puisse aider à une sorte de sursaut collectif, pour essayer de rééquilibrer avant que ça soit un peu trop tard et qu'on verse dans une sorte d'oligarchie planétaire. Et aujourd'hui, encore plus avec les intelligences artificielles qui s'entraînent sur nos données sans notre droit, et à qui les gens vont expliquer toute leur life à ChatGPT en sachant pas qu'est-ce qui va être fait de ces données. Victor, j'aimerais bien entendre votre réaction là-dessus. J'aimerais aussi qu'on aborde la question des dérèglements des circuits de récompense. On entend souvent ça lors de ce genre de discussion. Finalement, les réseaux sociaux, typiquement, nous donnant beaucoup de dopamine, etc., on aurait beaucoup de difficultés finalement à se concentrer sur des tâches qui demandent plus d'efforts, qui ne donnent pas un résultat immédiat. Et on parle des réseaux sociaux, mais ça pourrait également être le cas, par exemple, avec les fast-foods qui vont nous donner beaucoup de résultats immédiats, ou la pornographie, ou toutes ces choses. Et on parle aussi, j'ai vu que vous avez fait des vidéos sur les stimulus supernormaux. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de tout ça? Alors, les stimulus supernormaux, donc c'est une notion que j'ai découvert il y a quelques années, et c'est un biologiste qui s'appelait Nicolas Steenbergen qui a été prix Nobel, et qui en fait a découvert qu'en créant des faux œufs, des œufs qu'il peignait avec des couleurs extrêmement éclatantes, etc., des oiseaux avaient tendance à préférer les œufs artificiels à leurs œufs propres, à leurs propres œufs. Et donc en fait, c'était des œufs artificiels qui trompaient en fait les instincts naturels des oiseaux et qui le menaient vers une fausse route. Et il a développé du coup cette notion de stimulus supernormal pour qualifier des stimulus souvent artificiels qui détournent en fait l'instinct naturel d'organismes vivants et qui créent des comportements néfastes. Donc un autre exemple qu'on pourrait prendre d'un stimulus supernormal, ça pourrait être le sucre, par exemple. Donc le sucre, c'est présent c'était présent dans l'environnement de nos ancêtres, et ça nous permettait de survivre. C'était très utile et c'était disponible en quantité relativement limitée. Et aujourd'hui, en fait, dans notre société moderne, on crée du sucre en quantité justement industrielle. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, on a pris un élément naturel qui était utile à la base, et puis on l'a transformé, on l'a artificialisé, et maintenant, on en a fait un stimuli qui, au lieu de nous aider en fait à survivre, se fait à nos dépens et va avoir tendance plus à nous tuer. Donc ces stimulus-là, on les trouve beaucoup en fait sur Internet. On pourrait parler, un exemple qu'on pourrait prendre, c'est par exemple la pornographie, qui justement va avoir tendance à faire place, par exemple, à des acteurs caricaturaux qui créent justement de la dépendance. On le voit aussi au niveau des IA conversationnelles aujourd'hui. Donc typiquement, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes justement qui vont nouer des relations d'attachement avec des personnages qui présentent en fait
des caractéristiques, c'est des personnages qui ont des très fortes poitrines, c'est des personnages qui ont et du coup ça crée en fait cet état un peu de dépendance. Et donc on est en fait de plus en plus sollicité par des stimuli qui sont saillants, qui attirent notre attention, qui captent notre attention et qui nous rendent en fait toujours plus dépendants du numérique. Ouais. En cela, j'aimerais quand même citer une partie de l'article que vous avez écrit pour l'association Lève les yeux, justement. Donc, dans votre article, vous dites, je cite, « Lorsque nous étions des chasseurs-cueilleurs vivant dans la savane, la dopamine nous poussait à chasser, à manger ou encore à nous reproduire. On peut donc la remercier pour les services rendus. Sauf que depuis ces temps préhistoriques, le monde a bien changé. Quand nos ancêtres vivaient dans un monde de rareté, la société post-industrielle est devenue tout l'inverse, un monde d'abondance. Les sources de dopamine sont désormais accessibles partout et en tout temps. Le junk food, la pornographie ou encore la télévision jouent sur les ressorts primitifs de notre psychologie pour nous inonder de plaisir. La multiplication des shoots de dopamine enclenche un phénomène d'accoutumance. Il est de plus en plus difficile d'être satisfait à moins d'augmenter les doses. » Albert, est-ce que vous avez un avis sur cela ? En fait, c'est même pas un avis, c'est comment est-ce qu'on sait ça? En fait, on ne sait pas ça. C'est un récit, mais c'est important de le dire. On ne sait pas mesurer la dopamine dans le cerveau, sauf en l'ouvrant. On l'ouvre pas chez les humains pour mesurer la dopamine, c'est un peu trop hardcore. Du coup, on le fait avec le modèle animal et on extrapole. Mais ces extrapolations, c'est important d'expliquer que c'est des extrapolations. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne courent pas vers ces activités soi-disant très dopaminergiques? C'est-à-dire, il y a des gens qui refusent de manger autant de sucre alors qu'il est disponible. Si c'était vraiment une sorte de cause-effet, un peu comme genre, on peut pas voler. Il n'y a pas d'humain qui vole. S'il y a un humain qui commence à voler maintenant, on se dit c'est bizarre. Du coup, si c'était un truc aussi cause et effet qu'il n'y a pas de gens qui volent, que avant le sucre était rare, aujourd'hui il y a beaucoup de sucre, donc quand on trouve du sucre, on va tous en bouffer, on serait tous en train de le faire. Mais clairement, il y a des gens qui ne veulent pas faire ça, qui ne veulent pas en train de chercher des likes, qui veulent pas prendre l'avion, qui veulent pas aller à Las Vegas, qui veulent être proches de je sais pas, de la nature, qui veulent passer du temps avec leurs potes, qui veulent jouer de la guitare le soir, etc. Et donc, il faut une explication de pourquoi eux, ils y arrivent. Alors que dans les stimuli super normaux, les œufs peints, tous les oiseaux étaient plus intéressés par les œufs peints. Je sais pas si je me rappelle plus si c'était tout le monde ou pas. C'est-à-dire, le storytelling est important et surtout, encore une fois, quand on va demander aux gens sur les réseaux sociaux, est-ce que tu préfères être sur ton téléphone ou tu vas aller faire une partie de basket avec tes potes, tout le monde préfère la partie de basket avec ses potes. Pourquoi est-ce qu'ils le font pas quand on ne leur demande pas? Il y a d'autres explications qui sont disponibles. Par exemple, le choix par défaut. Mon téléphone est beaucoup plus proche que aller m'habiller, aller à la salle. C'est moins cher. C'est gratuit. Alors que si moi, je vais aller manger local, super bon, versus le McDo, c'est un budget que je peux pas me permettre parce qu'il y a un appauvrissement aussi de la société. C'est-à-dire, il y a tous les déterminants sociaux qui expliquent beaucoup mieux les comportements qu'on est en train de voir. On a mis des McDo à tous les coins de rue. Si on avait un McDo juste à Place de Clichy, par exemple, et à tous les coins de rue, il y a de la bouffe saine, les gens vont pas aller prendre le métro pour aller tous les jours manger au McDo. Ils mangeraient plus sainement. On a fait une expérience, pas moi, mais il y a une expérience qui a été faite dans les cantines des écoles. Ils ont montré juste en mettant les légumes au niveau des yeux et les frites en dessous, ça a baissé la consommation de frites. Donc l'organisation des espaces peut, d'une manière assez simple, on va dire, offsetter ces hypothèses, qu'elles soient vraies ou pas. Donc c'est important de réaliser que ces explications ne sont pas vraiment des explications, c'est une sorte de mise en récit de quelque chose, et que on a des données qui montrent que il y a de fortes chances qu'elles soient pas tout à fait exactes, parce que quand on apporte ce qu'on appelle en anglais enabling conditions, des conditions facilitantes pour d'autres comportements, ces comportements ne sont plus cet alpha et oméga de ah ouais, là il y a un verre de coca et là il y a je sais pas des haricots verts, tout le monde va se ruer sur le verre de coca. C'est juste qu'on a mis le verre de coca à tous les coins de rue, on a fait des pubs avec des gens désirables qui boit du coca, on a créé parfois des billets de rareté avec des queues devant le McDo, on a rendu le produit pas cher du tout, et on fait genre, tout ça, c'est pas ça qui l'explique, c'est
notre besoin de produits qui sont mis dans les burgers qui les rendent addictifs. La majorité des gens, quand ils commencent à bien gagner leur vie, ils mettent plus le pied au McDo. Tu vas pas trouver quelqu'un qui gagne 4000 balles par mois qui est en train de manger au McDo 5 jours par semaine. C'est pas par hasard que c'est des gens soit étudiants, soit des gens qui sont dans des milieux défavorisés. Évidemment, moi, je préfère aller faire une randonnée dans les Alpes que être sur mon smartphone chez moi. Mais ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps, ça me coûte, etc. Et donc, les organisations sociales jouent un rôle. Après, est-ce que le modèle économique de la récompense instantanée joue un rôle? Oui, je suis pas en train de dire que ça ne joue pas de rôle. Je dis que le rôle que ça joue est souvent mis en avant de manière excessive, alors qu'il y a des tonnes d'organisations sociales qui, malgré la présence de cette gratification instantanée, se retrouvent sur le coin de la rue. Un peu comme le Rat Park, qui a des critiques. Le Rat Park, c'est pas le meilleur exemple, mais ça reste intéressant. De quand on met d'autres organisations, et ben, soudainement, ces trucs qui sont supposés être des envies qui nous viennent de nos ancêtres et donc qui seraient irrésistibles, bah, on y résiste et on le voit. Les nouvelles générations qui ont de l'anxiété assez marquée sur leur apparence physique, bah, ils sont beaucoup moins dans la malbouffe, sauf dans les classes sociales défavorisées. C'est-à-dire les enfants d'Aristo, pour faire dans la caricature, qui peuvent se le permettre, sont en train d'aller à la salle de sport, sont en train de manger leurs fruits et légumes, ont une activité saine, sont en train de faire des cours d'échecs et de piano et de machin, et à cause de la théorie du déplacement temporel, passent moins de temps sur leurs réseaux sociaux parce que leurs parents ont plus de temps pour être investis dans leur vie quotidienne, pour les emmener voir le mont Fuji au Japon et machin. Et c'est plus là que ma critique se base, plutôt que ça crée ce genre de récit. C'est pas une critique du texte de Victor, c'est juste que ça crée une sorte d'illusion, de sorte de destin fatidique où c'est des ressorts biologiques comme, genre, si tu tombes du 5e étage, tu te casses la gueule. Si je te crée un environnement avec plein de sucre, c'est foutu. Tu vas truer dessus comme une sorte, et on revient à l'addiction, comme une sorte d'héroïnomane. Encore une fois, c'est une image très stéréotypée, mais d'héroïnomane qui voit sa dose et qui peut plus, qui devient une sorte d'animal instinctif qui va courir et je veux mon crystal meth. C'est pas comme ça que c'est en train de se passer quand on a fait des interventions qui ont changé les environnements dans lesquels les gens évoluent. Je suis assez d'accord en fait avec ce qui a été dit. Alors je sais pas si j'en parlais dans ce texte que j'ai écrit, c'était il y a quelques temps maintenant. Mais le rôle de l'environnement est évidemment me paraît clé. Il y a une citation de l'écrivain britannique Johann Hari qui disait que l'inverse de l'addiction c'était la connexion, que je trouve très intéressante. Et du coup, je pense pas que en fait parler d'addiction ça invalide le fait que derrière il y a un contexte social qui justement influe sur nos comportements. Je pense que les deux vont de pair et agissent l'un sur l'autre. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Albert, il y a quelque chose d'intéressant aussi qui s'est passé sur les siècles derniers. Si on regarde par exemple la place, les changements dans la perception des enfants dans les sociétés occidentales. On voit par exemple que les constructeurs automobiles au début du XXe siècle ont financé des programmes éducatifs, notamment aux États-Unis, pour expliquer en gros aux enfants que la rue ne leur appartenait plus. Donc en fait, on a commencé à couper les enfants de leur environnement de jeu naturel. Donc les enfants progressivement en fait ont été déconnectés du jeu libre qui pouvait avoir lieu justement dans la rue. L'urbanisation et l'étalement urbain fait aussi que de plus en plus on s'est replié dans les villes et en fait on a de moins en moins de contact avec la nature. Certains chercheurs parlent du syndrome de manque de nature, même aujourd'hui, pour qualifier le fait que de moins en moins on expérimente la nature. Et en fait, la nature est une source de stimulation qui est extrême, souvent très positive, justement, notamment pour les enfants, les adultes, etc. Et du coup, en fait, quand on prive les gens, justement, de ce genre de stimulation qui sont très, très opposées, selon moi, justement, aux stimulations d'un feed TikTok, le fait que ça soit dans la nature humaine de vouloir se connecter à quelque chose, au lieu de se connecter à la nature, on va derrière se connecter aux écrans. Et donc, c'est la connexion aux écrans est une forme finalement de déconnexion à la réalité.
Et du coup, c'était juste voilà pour mettre vraiment en avant l'importance effectivement de l'environnement social. Et moi, dans les interventions que je fais avec Lève les yeux, il y a évidemment un facteur extrêmement important au niveau de l'environnement social. C'est-à-dire que dans les quartiers défavorisés, dans les quartiers nord de Marseille, on a des jeunes qui sont dans des quartiers dans lesquels il n'y a pas d'infrastructure. Les parents ont parfois peur de laisser leurs enfants en fait sortir dehors parce que pour eux c'est dangereux, etc. C'est des familles nombreuses en plus de ça. Donc en fait l'écran devient la solution effectivement de facilité, tandis que effectivement dans des quartiers qui sont plus favorisés, là il y a des activités extrascolaires en veux-tu en voilà. Et du coup la tentation justement de l'écran est bien moindre, quand bien même ça pose des gros problèmes dans ces quartiers aussi. Mais du coup, effectivement, l'addiction, justement, que ce soit à un écran ou à une substance, est toujours à mettre en relation, justement, avec l'environnement dans lequel on se trouve. Et si on ne trouve pas de stimulation nécessaire dans le monde réel et tangible et en 3D, on aura beaucoup plus de chances d'aller vers les écrans. Et surtout, on n'a pas le même levier d'action. C'est-à-dire, je peux changer l'environnement d'une ville, je peux pas changer l'architecture de mon cerveau. C'est-à-dire, disons que tous ces récits, on découvre qu'ils sont vrais. Demain, on trouve un moyen de mesurer la dopamine de manière précise dans les synapses, on a des IRM portables, on découvre que c'est ça. On va attendre 10 000 ans pour se déconditionner ou 100 000 ans, alors qu'on peut agir et dire, on peut pas mettre 3 McDo dans un rayon de 500 mètres d'une station de métro ou d'une fac. Pardon. De la même manière qu'on a dit il y avait des lois, je sais pas, par exemple sur la prostitution, indépendamment de ce qu'on en pense ou pas, à Amsterdam, il y avait une sorte de règle ou de loi qui était passée qu'on peut pas avoir le Red Light District à côté d'écoles, indépendamment de ce qu'on en pense ou pas. On peut imaginer qu'on peut pas avoir de McDo dans un rayon de 500 mètres d'une école. Et on peut changer, il y a quelque chose sur lequel on peut agir, qui est l'environnement, les liens sociaux, les priorités, l'éducation. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas agir. Notre niveau de dopamine, comme ça, je peux pas fermer les yeux et dire à mon cerveau, s'il te plaît, produis moins de dopamine quand je suis sur TikTok et produis un peu plus de dopamine quand je suis avec mes potes. Si l'hypothèse est vraie. Et donc, il y a aussi ces questions d'agentivité à nouveau qu'il faut prendre en compte. Et bonjour à Johan Harry qui est hyper sympa, que j'ai rencontré, qui a d'ailleurs liké, je pense, et qui a commenté sur l'extrait que tu avais mis sur la population weird. Qui écrit, qui fait un super. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a cet aspect agentivité, mais par contre les teneurs de ces théories pourraient être rétorquées, si on peut contrôler tout ça, il faut faire des dopamine détox, et donc ça va permettre de réguler à nouveau notre chimie cérébrale qui a été dérégulée complètement par tous ces plaisirs faciles. Ça marche pas, parce que si ces comportements addictogènes et addictifs sont le fruit de 100 000, 200 000 ans d'évolution, c'est pas une dopamine détox d'une semaine qui va inverser l'évolution de l'espèce. Il faut se rappeler que la majorité de ces hypothèses sont assez inscrites dans le temps long. L'hypothèse du sucre, on revient à quand on était chasseur-cueilleur. La gratification instantanée, on revient des centaines de millions d'années. Alors que la dopamine détox, c'est des programmes de 10 jours par des influenceurs avec tous les codes qu'on est en train de critiquer ici. Donc les lumières de flash, les promesses dingues, le prix assez élevé. Donc ils sont en train de dire qu'on va inverser des centaines de milliers d'années de conditionnement en faisant une coupure d'une semaine. Non, encore une fois, c'est pas le bon niveau explicatif. Coupez-vous de votre téléphone pendant une semaine parce que ça va vous aider à faire autre chose. Pas à cause de votre dopamine, pas à cause de rien d'autre. Coupez-vous parce que, encore une fois, les hypothèses psychologiques qu'on a sont plus que suffisantes pour persuader tout le monde de devoir le faire. Après, encore une fois, savoir ne suffit pas. La clope, on a su pendant très longtemps que c'est mauvais, et il y a encore des fumeurs dans le monde, la sédentarité, la malbouffe, etc., etc. C'est juste qu'il y a des conditions matérielles qu'il faut mettre en évidence aussi. Et sur cet aspect que les plaisirs faciles dérégulent quand même notre plaisir de la récompense, ça c'est quelque chose qu'on peut, qui est vrai ou pas? C'est pas vraiment une compétition, c'est-à-dire très peu de gens, sauf s'il y a, je sais pas, une anxiété sociale ou des choses comme ça. Je sais pas, oublions les écrans, oublions tout ça. Je prends énormément de plaisir à voir mes potes, et un jour je découvre les échecs. Et les échecs, ça me bouffe, ça devient vraiment ma passion dans la vie. C'est une vision très simplificatrice, voire simpliste des humains, de se dire, ok, parce que je prends énormément de plaisir aux échecs, quand je passe du temps avec mes potes, je trouve ça ennuyeux. C'est pas...
En l'occurrence, nos émotions sont rarement un jeu à somme nulle. Si je suis en train de passer un super bon moment ici, maintenant, ça veut pas dire que si je vais aller discuter avec des potes derrière, mon cerveau va comparer et se dire « Ah, j'aurais préféré rester avec Shaiman et Victor. » C'est pas une compétitivité de plaisir où quand on a quelque chose qui nous donne du plaisir, soudainement, les autres trucs donnent moins de plaisir. Et ça, depuis toujours. Il y a des gens avec qui je passe plus de plaisir, d'autres avec qui je passe moins de plaisir, des activités qui sont plus agréables, des activités qui sont plus désagréables. C'est pas parce que j'ai trouvé une activité très très agréable que les autres activités soudainement deviennent moins agréables. Non, mais s'il y a une activité qui est très agréable, ou même on a déjà établi que c'est pas très agréable, il y a une activité qui est très captologiste. Pour moi, les réseaux sociaux se jouent beaucoup plus au niveau de l'attention qu'au niveau des émotions, si on va les découper. Pour moi, une activité qui capture l'attention d'une manière aussi efficace et aussi efficiente que les téléphones portables, que les réseaux sociaux, que les plateformes, que tout ça, va être privilégiée par un concept que je suis sûr que Victor connaît, qui est la friction. Il y a quasiment zéro friction pour aller sur une plateforme. Il y a énormément de friction, ne serait-ce que pour aller prendre un café avec un pote. Il faut que je me lève, il faut qu'on trouve un créneau dans nos calendriers si on est occupé, il faut qu'on décide où, est-ce que je vais prendre le métro ou pas, il faut qu'on paye de l'argent pour consommer, etc., etc. Les niveaux de friction pour arriver à organiser une partie de basket à 42 ans avec mes potes est infiniment plus élevé que envoyer un mème sur WhatsApp avec mon groupe d'amis d'enfance et puis faire « Ah, tu as vu la dernière dinguerie de Donald Trump ?» Pour moi, ça joue vraiment beaucoup plus au niveau de l'attention et de la friction que au niveau du plaisir et de la dopamine et je sais pas quoi. C'est pour ça que ça s'appelle la captologie, c'est la captation de l'attention. Indépendamment de l'émotion que ça donne. Il y a des gens qui vont préférer des vidéos de chats, on leur montre des vidéos de chats. Il y a des gens qui veulent ce qui se passe en Palestine, on leur donne la Palestine. Il y a des gens qui veulent la Formule 1, on lui donne la Formule 1. L'important, c'est que l'attention soit bouffée par le truc. Pendant l'interview que j'avais faite de vous, donc la dernière interview qu'on avait fait ensemble, je vous avais posé la question de est-ce que l'intelligence artificielle, mais pas au sens des algorithmes de recommandation dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais plus par exemple des IA génératives ou d'autres types d'intelligence artificielle, pourraient nous rendre un peu stupides ou en tout cas nous faire diminuer certaines de nos capacités cognitives. Et vous m'aviez dit grosso modo que pas particulièrement, enfin vous preniez par exemple l'analogie, enfin vous preniez l'exemple de Platon dans Phèdre qui disait oh mon Dieu, tous ces jeunes maintenant ils ont l'écriture et ça va leur faire oublier tout ce qu'ils ont dans leur tête, les pauvres, plus personne ne se souviendra de rien. Et évidemment ça s'est pas passé, donc ça pourrait être une sorte de panique morale finalement qui revient sur le devant de la scène avec chaque nouvelle technologie. Je serais curieux, Victor, de savoir juste pour ce nuancer que vous... avant qu'ils disent, ça veut pas dire que ça peut pas avoir un impact néfaste sur autre chose. Je dis juste que c'est pas parce qu'il y a des LLM qu'on va devenir bête, mais ça peut avoir des tonnes d'effets néfastes sur d'autres trucs. Ouais, tout à fait. Et donc, Victor, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez en fait que les IA génératives ou d'autres types d'IA pourraient diminuer nos capacités cognitives ou nous rendre bêtes? Alors, il y a une première vague d'intelligence artificielle qui sont les intelligences artificielles de recommandation. Donc, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ça finalement, puisque en gros, ce qui détermine notre expérience des réseaux sociaux, c'est des intelligences artificielles qui vont en fait hiérarchiser le contenu qu'on voit sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement ces IA de recommandation ont eu un impact sur notre intelligence? C'est difficile de déterminer ce que c'est exactement l'intelligence, mais typiquement en 2024, le dictionnaire d'Oxford a nommé le terme brain rot, donc pourrissement du cerveau, comme l'a élu mot de l'année. Et ça, c'est justement, ça fait référence en fait au défilement infini de contenu extrêmement court, notamment sur des plateformes comme TikTok. Donc, est-ce que je pense que la captologie et le fait de capter notre attention avec des IA de recommandation qui sont extrêmement sophistiquées, ça peut impacter notre intelligence? Je pense que oui. Je pense que parmi les 25% d'Américains, de jeunes Américains qui passent plus de 7 heures par jour sur les réseaux sociaux, je suis pas certain en fait que ça développe des capacités cognitives comme certains jeux vidéo
peuvent le faire quand on les utilise avec modération, ou comme certains livres peuvent le faire. Je vois aussi que, même s'il y a assez peu d'études là-dessus, encore une fois, il y a, il me semble, une fragmentation de l'attention dans nos sociétés qui, à mon sens, est imputable en grande partie justement au développement du numérique. Et typiquement, aux États-Unis, on voit que les temps d'attention sur écran des employés américains ont été divisés par 3 en quelques années. Donc, c'est des chiffres qui sont extrêmement inquiétants. Donc, il me semble que déjà, les IA de recommandation, en fait, ont un impact extrêmement fort sur, justement, notre rapport au monde et, on pourrait dire, sur notre intelligence. Maintenant, sur les IA de deuxième génération, on va dire, les IA génératives, je vois pas en quoi, en fait, on pourrait... je pense qu'il faut déjà prendre en considération les premiers effets des IA de recommandation et se dire est-ce que ça pourrait arriver, mais avec encore plus de puissance avec justement les IA génératives. Je pense qu'il y a de grands dangers, effectivement. Si on reste en fait, si on continue à développer des technologies qui se développent dans le même paradigme économique dans lequel en fait on a juste des entreprises qui sont là pour privatiser les gains et derrière socialiser les pertes en créant des technologies qui sont extrêmement addictives, je pense que ça peut poser beaucoup de problèmes. J'ai parlé à des jeunes adultes qui nouaient des relations, si on peut appeler ça des relations, avec des IA conversationnelles qui pouvaient passer, par exemple, il y a un jeune Allemand qui avait passé 15 heures par jour cet été à discuter avec une IA conversationnelle avec lequel il avait soi-disant noué une relation. Ça a un impact très important justement sur notre fonctionnement cognitif. Rien que le fait d'être sédentaire et de passer 15 heures par jour en fait dans sa chambre, ça peut avoir un gros impact. Donc je pense qu'on a besoin en fait de beaucoup plus de précautions dans la manière avec laquelle on adopte ces technologies, puisque en fait on n'a toujours pas tiré les leçons des conséquences des IA de recommandation, alors que ça fait 20 ans maintenant, 15 ou on dirait 15 ans qu'elles sont présentes, et on adopte en fait ces IA de deuxième génération à une vitesse 100 fois plus rapide. Donc typiquement Facebook, il me semble que c'était quelque chose comme 500 millions d'utilisateurs en 5-6 ans. Et ChatGPT, c'était une centaine de millions d'utilisateurs en 1 ou 2 mois. Donc en fait, on est sur des échelles de temps qui sont beaucoup, beaucoup plus rapides. Et on est toujours en train de se poser la question de est-ce qu'on pourrait réguler les IA de recommandation qui ont été déployées il y a déjà 15 ans, et on hésite à est-ce que vraiment ça a un impact sur notre attention, etc. Et là, il y a justement ces nouvelles technologies qui se diffusent encore plus rapidement. Donc, je pense qu'on devrait partir en fait du principe que ça aura un effet important effectivement sur notre intelligence. À ce sujet, j'aimerais bien citer également un témoignage qui a été récolté par Arthur Grimaupont, donc qui a écrit le livre Algocratie, qui est vraiment un excellent livre sur l'intelligence artificielle. Donc, au détour d'un café, il a croisé une prof de lycée. Ils ont commencé à parler d'intelligence artificielle et il a récolté ce témoignage de cette prof de lycée. Mes élèves sont devenus psychologiquement dépendants à ChatGPT. Même en devoir surveiller, impossible de les empêcher de sortir leur téléphone. Sous la copie, sur les genoux, dans la trousse. Un élève a même cousu une poche dans la manche de sa veste. Quand je les surveille de près, certains sont comme paralysés devant leur copie, incapables d'écrire seuls. Je pense que ça freine le développement de leurs capacités. Les élèves arrivaient déjà en seconde avec un niveau de langue très faible, lisant très peu. Ils ont maintenant entre les mains une machine à penser à leur place. Albert, que penses-tu de tout ça? Je pense plein de choses. Je vais commencer par ce que disait Victor, puis je reviendrai au témoignage. Sur ce que disait Victor, évidemment que quelqu'un qui utilise 7 heures par jour les outils numériques, c'est pas bon. Mais quelqu'un qui est à la salle de sport 7 heures par jour, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire, on peut choisir les cas les plus excessifs et dire que c'est néfaste, mais est-ce que c'est l'utilisation ou est-ce que c'est l'utilisation excessive? C'est-à-dire quelqu'un qui utilise ChatGPT 2 fois par jour pour, je sais pas, demander, je sais pas quoi. Est-ce que l'existence de ChatGPT par définition est mauvaise pour lui? Je ne le pense pas. En tout cas, je ne pense pas qu'on a encore des raisons de le penser, mais je suis complètement d'accord que, vu comment c'est parti, on devrait au moins être un peu précautionneux, pas d'outils, mais aussi des humains derrière. Parce que Victor a dit quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est que tant qu'on continue à produire dans le but de capturer les gains
et mettre en commun les pertes, pour moi, c'est ça qui est le plus gros problème avant tout. Et moi, je parlerai même pas de brain rot. Moi, je parlerai de body rot. Parce que souvent, on parle du brain comme s'il est hors du corps, mais c'est tout le body qui est en train de rot. C'est-à-dire, il y a des données qui sont sorties dont on parle pas assez, mais il y a des jeunes qui ont 14-15 ans qui peuvent pas courir 200 mètres. Et un mec de 60 ans qui est en bonne forme les explose à un sprint. Ouais. La santé cardio-respiratoire des jeunes a diminué de 25% en 40 ans. Donc c'est pas brain rot, c'est body rot, c'est tout l'organisme en train de roter à cause de la sédentarité et de tout ça. Donc effectivement, il faut voir comment on prend en charge tout ça, et c'est pas juste les jeunes, c'est les jeunes, les vieux, les adultes, tout le monde. La qualité de l'air, la qualité de tout ça, la destruction de la végétalisation des villes, l'exclusion des enfants des espaces publics. Moi, j'ai une fille, il faut que je l'emmène au square parce que dans la rue n'est pas pour elle, ce qui est complètement absurde. En soi. Ce qui me fait arriver à la deuxième commentaire, je suis beaucoup sur Reddit, et il y a sur Reddit une sorte d'expérience de pensée qui n'est pas très connue par le grand public, qui s'appelle The Orphan Crushing Machine. La machine à écraser les orphelins. Et tout le monde dit, la machine à écraser les orphelins, c'est très mauvais, il faut qu'on voit comment, machin. Et l'idée de ce même expérience, genre une sorte de private joke sur Reddit, c'est de dire qu'on se pose jamais on revient jamais à la cause originelle. On fait tous comme si c'est normal d'avoir une machine qui écrase les orphelins. Et j'ai envie de prendre ça va faire sens dans quelques minutes, au témoignage de la prof. C'est-à-dire, moi, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas de ChatGPT parce que je suis le plus vieux, mais il y avait les premières calculettes scientifiques, les Texas Instruments. On essayait tous de la faire rentrer en cachette, de mettre une sorte de formule, de la programmer pour faire. Et avant ça, il y avait les anti-sèches, etc. Le problème, c'est pas que les enfants aujourd'hui veulent tous utiliser ChatGPT. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'utiliser ChatGPT pour avoir une bonne note. Parce qu'on a créé, ça s'appelle la loi de Goodhart, c'est qu'on a créé des méthodes d'évaluation qui font que pour les étudiants, c'est plus important d'avoir une bonne note que d'apprendre. Et donc, si on leur met à disposition un outil qui peut créer une sorte de court-circuit pour avoir la bonne note, on peut pas après s'étonner qu'ils sont en train d'essayer de l'utiliser par tous les moyens possibles. Parce que le but n'est plus d'apprendre, mais d'avoir une bonne note, et ChatGPT va me garantir une meilleure note que faire l'effort. Limite, j'ai envie de dire que les élèves sont en train d'agir de manière complètement rationnelle aux objectifs qu'on leur a mis. Deuxième problème avec la Orphan Crushing Machine, c'est que les profs n'ont pas de moyens pour gérer tout ça. Et encore une fois, c'est comme si on va blâmer ChatGPT pour un manquement généralisé de l'éducation nationale qui remonte. ChatGPT, c'est à quoi, 4-5 ans maintenant? Un truc comme ça. L'éducation nationale est en train d'être délabrée depuis bien avant ça. Et donc, là aussi, il y a une sorte d'illusion d'optique. On va monter en épingle un truc qui est important et qui doit être pris en charge, mais on donne absolument pas les moyens, ni dans la méthode, ni dans les moyens matériels, ni dans les conditions d'apprentissage aux élèves d'être intéressés par autre chose. Mais ces mêmes élèves qui sont sur ChatGPT en permanence, si je fais dans la caricature, je sais pas, imaginez que ces élèves aiment bien le foot, jamais ils vont demander à ChatGPT c'est qui les meilleurs joueurs de foot, parce qu'ils sont passionnés par le foot, ils vont regarder les matchs, ils vont le faire ensemble, ils vont aller au bar, machin, parce que ça les intéresse. Et donc la question qu'on devrait se poser, c'est pas comment est-ce qu'on interdit ChatGPT à l'école, c'est comment est-ce qu'on redonne envie d'apprendre au lieu de donner juste envie d'avoir une bonne note. Et ces effets qui sont problématiques. Encore une fois, on a eu le même problème avec la calculette. Évidemment, c'est pas du tout comparable la calculette et ChatGPT, mais c'est la même impulsion initiale. Comment est-ce que je peux réussir sans devoir apprendre? Parce que ce qui est important, c'est avoir une bonne note et pas l'apprentissage. Et donc, oui, bien sûr, si on prend des gens qui utilisent 8 heures par jour les écrans, ça va pas être mauvais, ça va pas être bon pour eux, mais et c'est pas juste pour leur cerveau, mais on a un gros problème de moyens, d'alternatives. Tu vois, ma fille, si j'ai bossé toute la journée et je rentre chez moi, évidemment, ça m'arrange de lui mettre la Patte Patrouille ou je sais pas, la Reine des Neiges, parce que je suis crevé. Mais si j'étais si ma fille est en train de regarder la Reine des Neiges et c'est hyper addictif, et si vous avez des enfants ou les personnes qui écoutent ont des enfants, vous savez combien c'est difficile d'arrêter la télé une fois qu'on l'a lancée. Mais s'il y a des jours où je suis un peu plus en forme, je suis pas fatigué parce que je suis pas crevé au taf, parce que j'ai pas géré 2 boulots pour pouvoir arrondir la fin des mois, etc. Je parle pas de moi, évidemment. Heureusement, j'ai le privilège d'être dans une situation assez aisée. Et je lui propose, viens, on va faire un cache-cache. Instantanément, elle lâche la télé.
pour jouer au cache-cache. Mais comme disait Victor, quand on est dans des quartiers défavorisés avec des enfants multiples, des parents qui sont crevés, etc., bah, la télé, c'est la télé avant et aujourd'hui les écrans et les téléphones portables, c'est un moyen d'avoir une sorte de la paix à la maison où tout le monde est en silence, personne n'est en train de foutre la merde et je peux moi me reposer parce que je suis crevé de ma journée. Et donc c'est pas la critique de la Ocean Crashing Machine, c'est se demander pourquoi est-ce que cette putain de machine existe. Pour commencer, avant d'essayer de juste faire « Ok, elle est là, on ne peut rien faire ». Et maintenant, on fait quoi? Bah, les profs, désolé, démerdez-vous, essayez de voir comment on va vous créer un outil pour détecter si vos étudiants sont en train d'utiliser ChatGPT. Bon, on en revient, je pense, au sujet aussi de la friction, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui a tendance à optimiser le confort et à mettre en avant, en fait, sans arrêt l'efficacité. Et c'est aussi parfaitement dans la mentalité, en fait, des designers de ces technologies comme ChatGPT. C'est, en fait, l'efficacité avant tout. Donc, désormais, au lieu d'écrire un mail soi-même et de faire l'effort de communiquer comme un être humain, on va pouvoir automatiser le mail et du coup on va beaucoup plus vite. Et donc ça, les effets que ça peut avoir, c'est qu'effectivement aujourd'hui les élèves, ils ont ChatGPT dans les mains et ils se disent en fait le seul but de l'éducation nationale en fait c'est d'avoir des notes. Et en tout cas on déconsidère complètement le processus qui est en fait le plus important, le processus de travailler une leçon, apprendre, faire des recherches, etc. Et on est vraiment dans cette culture de l'efficacité. Et du confort intellectuel, physique, etc. Et donc, dans le développement des technologies, il n'y a pas que ChatGPT. On parlait de sédentarité tout à l'heure. Pour moi, c'est problématique de créer une société dans laquelle on voit la marche, par exemple, comme un problème qu'il faut régler en prenant une trottinette électrique. On voit les déplacements dans l'espace comme une perte de temps, où il faut aller le plus rapidement d'un point A à un point B. Donc, tout ça se rejoint. Et donc, une crainte qu'on peut avoir, c'est que de la même manière qu'en fait, on est dans une sédentarité physique parce qu'on crée des environnements de vie dans lesquels on a besoin de faire de moins en moins d'efforts, on marche moins, on prend la trottinette électrique, on fait plus la vaisselle à la main, on met tout dans la machine à laver, etc. Du coup, on n'utilise plus nos muscles et on a des corps qui sont en moins bonne santé. De la même manière, on pourrait se dire qu'avec justement des technologies cognitives comme ChatGPT, etc., en enlevant sans arrêt justement de la friction et en permettant aux gens d'être de plus en plus efficaces, en fait, on n'utilise plus justement, on fait plus d'efforts cognitifs et du coup, on devient de moins en moins à même de s'investir dans des tâches complexes qui demandent de l'effort et on perd certaines qualités. Donc je pense qu'il y a un parallèle à faire aussi entre une forme de sédentarité physique et une sédentarité cognitive qui est, je pense, apparaît de plus en plus à mesure qu'on adopte en fait des technologies qui font tout à notre place. La seule nuance que j'aurais dans la comparaison, c'est que historiquement, quand on avait des technologies comme par exemple l'écriture, qui est une technologie, les crayons, les papiers, etc., les cartes, machin, souvent ça nous a délesté de cette tâche pour faire autre chose. Donc, je peux ne plus devoir retenir les numéros de téléphone de tout le monde, mais je vais utiliser ma mémoire pour connaître autre chose. Le danger avec ces outils numériques, à la différence des autres trucs, c'est la capture de l'attention. C'est que non seulement on ne fait plus l'effort cognitif, mais on n'a pas le temps de cerveau disponible pour faire autre chose. Parce que notre temps de cerveau disponible, du coup, il est capté par la plateforme. Mais si moi, demain, j'ai, un chat GPT éthique, ça existe, à qui je peux délester des tonnes de questions, et donc moi, je vais utiliser mon cerveau pour faire autre chose, je suis très content. De la même manière que je suis très content de délester le calcul à la main pour la calculette. Parce que ça va me permettre de passer cette étape pour faire quelque chose avec le résultat qui est plus intéressant. Mais je pense que, et là je suis complètement d'accord, je l'ai déjà dit 100 millions de fois, pour moi le plus gros problème c'est cette vision améliorative de l'humain où il faut tout le temps être de plus en plus efficient, de plus en plus efficace, de plus en plus rapide, ne pas perdre le temps, ne pas machin. Et ça c'est une vision philosophique de notre société qu'il va falloir changer indépendamment des outils qui sont sur place. Albert Moukébert, merci. Merci à toi. Victor Versing, merci. Merci à toi.